Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, rassurez-vous, je serai très bref. Mon seul but est ici, d'une part, de vous accueillir et puis surtout d'exprimer notre joie à nouveau pour ce prix Nobel de physique qui a été décerné il y a à peu près un mois maintenant à François Englert pour ses découvertes, ce qui mène à 4 sur 6 prix Nobel scientifiques, les prix Nobel qui peuvent être imputés aux travaux de nos chercheurs au sein de l'Université libre de Bruxelles. Et vous comprendrez bien que, en tant que recteur, j'en suis particulièrement heureux. Mais au moment de rendre hommage, certainement, à François Englert, il me paraît toujours extrêmement important d'évoquer aussi la mémoire de son grand ami et collègue de presque toujours, Robert Brout, qui était aussi co-auteur des travaux qui justifient aujourd'hui le prix Nobel de physique. Alors, nous allons assister dans un instant, non pas à un striptease, mais à une double interview à la fois de Françoise Barré et de Guy Duplat, mais qui sera accompagnée d'une technologie nouvelle, puisque vous aurez à votre droite un écran annonçant la conférence à laquelle vous assistez, ou l'interview, et puis à gauche, vous aurez l'occasion, en suivant la recommandation de hashtag #débat ULB, de tweeter et d'envoyer vos questions, vos commentaires. Vous voyez qu'on n'arrête pas le progrès et qu'il y aura comme ça une interactivité entre la salle et le conférencier et les journalistes. Alors les journalistes, ces derniers temps, n'arrêtent pas de me demander « et à quoi ça sert un prix Nobel pour une université ?» Alors, je suis toujours très embêté. La première réponse à laquelle il me convie, c'est de dire « ça va faire du bien pour les rankings, n'est-ce pas ?» Alors moi qui suis un passionné des rankings, je me permets de leur dire que nous n'avons pas attendu le prix Nobel de physique pour augmenter notre score dans les rankings. Effectivement, depuis le début de l'année, ça se passe très bien pour l'ULB. Bon. Mais oui, je remercie ici François Englert d'améliorer nos rankings. Certes. Mais je pense que ce que ça apporte essentiellement à une université d'obtenir un prix Nobel, c'est la fierté. Et ce que j'ai trouvé dans l'université le 8 octobre, c'est une communauté qui était extraordinairement fière. Depuis ces étudiants qui disaient c'est quand même extraordinaire d'être dans une université qui reçoit à travers l'un de ses chercheurs, l'un de ses professeurs un prix Nobel, jusqu'à des anciens qui m'ont écrit, m'ont téléphoné pour dire c'est extraordinaire, combien on est fiers. Jusqu'à des présidents de parti du PS, par exemple, qui n'hésitaient pas de tweeter ou d'envoyer des SMS pour dire aussi leur fierté. Et je crois que c'est un très noble sentiment, parce que sur ce sentiment-là, c'est toute une communauté de chercheurs qui trouve un bien-être à faire de la recherche dans l'université. Et puis, ça apporte à l'université un supplément de renommée. Je rentre d'Afrique du Sud, où j'ai participé à la mission académique et économique. Il est clair que tout le monde savait dans les universités d'Afrique du Sud, évidemment, que nous avions eu un prix Nobel de physique. Et le nombre de messages que j'ai reçus de collègues recteur d'universités étrangères de félicitations pour l'ensemble de la communauté de l'ULB est assez impressionnant. Je crois que ça aussi, c'est important parce que ça nous ouvre des portes, parce que ça nous facilite nos relations. Mais je dirais qu'au plan plus général,
le prix Nobel qui a été décerné à François Englert et qui lui soit remis le 10 décembre à Stockholm, ce prix Nobel est aussi une magnifique illustration de la défense de la recherche. Et je dirais tout particulièrement ce prix Nobel-là, et pour cette raison-là. Pourquoi? Parce que ça nous montre que la recherche est une œuvre sur le long terme, qu'il faut être patient, qu'il faut financer sur le long terme la recherche et ne pas vouloir un effet immédiat. C'est un très long processus. Et dans cette modernité qui ne donnerait de valeur qu'à ce qui est bref, court, dynamique, je crois qu'il faut redire que la recherche est un processus sur le long terme et dès lors la nécessité de son financement aussi. Deuxièmement, parce que c'est une recherche sans frontières. C'est une recherche qui a profité de relations entre deux hommes qui travaillaient dans des pays différents et qui ont opéré une mobilité. Je crois que c'est aussi un élément très important. Et enfin, c'est une recherche tout à fait fondamentale qui n'a pas à répondre à un quelconque enjeu sociétal. Ce n'est pas un secret pour grand monde que ces enjeux sociétaux ne m'ont jamais convaincu et je suis bien heureux qu'ils aient disparu d'un décret récent du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc je voudrais, et je m'arrêterai là, parce que ce qui est important, c'est d'entendre François Englert, je voudrais le remercier, bien sûr, pour l'apport à la science, mais aussi pour ce qu'il apporte à notre université, et puis ce qu'il apporte à la défense de la recherche fondamentale, de la recherche sans frontières et de la recherche sur le long terme. Merci infiniment à François Englert, et je cède maintenant la parole à Françoise Barré et à Guy Duplat. Depuis un mois, est-ce la folie? Comment vit-on après une annonce comme celle-là? Mais oui, écoutez, d'abord, moi, je ne suis pas très habitué à avoir le prix Nobel. Alors, c'est un peu difficile à gérer, quelquefois. Mais enfin, je ne vais pas me plaindre. Je veux dire que c'est tout de même, évidemment, c'est assez extraordinaire de trouver une telle reconnaissance pour un travail qui a été fait il y a longtemps, qui a été fait avec mon ami Robert Brout, qui est décédé. Et évidemment, il se passe beaucoup de choses. Par exemple, aujourd'hui, je suis un peu dans la fosse au lion, ici, avec vous deux. Enfin, non, je ne sais pas. Enfin, bon. Mais je veux dire qu'il y a beaucoup de sollicitations de tous les côtés. Et alors, c'est un peu compliqué. Je ne crois pas que je suis déjà arrivé à maîtriser comment gérer tout ça. Mais enfin, bon, ça ira. Le rapport avec les gens est différent aujourd'hui. Les gens vous reconnaissent dans la rue, vous interpellent. Est-ce que vos amis ont une attitude différente? Mais je dois dire que je trouve que les gens sont très gentils avec moi. Et je suis un peu étonné. Enfin, bon, je ne demande pas mieux, hein, mais comme je suis toujours, en fait, un peu anxieux, je ne comprends pas très bien pourquoi on est si gentil avec moi. Et alors, j'ai toujours peur que ça va changer. Mais enfin, non. Sinon, c'est effectivement, c'est quelque chose auquel il est difficile de s'habituer, tout en reconnaissant que c'est tout à fait extraordinaire comme résultat. Voilà. Est-ce que vous poursuivez encore vos recherches ou cette fois, c'est un point final, c'est l'aboutissement, c'est le Graal? Ça, c'est une question difficile parce que pour le moment... Moins difficile que le boson. Hein. Oh, oui, mais pour le moment, ça, c'est l'effet négatif du prix Nobel, évidemment, dans ce moment-ci. En tous les cas, j'espère que ça ne va pas durer toujours, mais je ne vois pas comment je pourrais travailler. Pour le moment, c'est impossible.
tout simplement. Parce qu'il y a tellement de choses qui doivent être faites. Il y a d'abord, avec le comité Nobel, il faut plutôt la fondation, il y a des tas de choses à préparer pour cette entrevue et tout ça. Alors, il se fait qu'entre-temps, ou plus ou moins c'était avant, mais nous avons obtenu, là c'était X de Cerne et moi, le prix du prince des Asturies. On l'a obtenu avant seulement, il fallait aller le chercher maintenant, donc ça coupait encore les choses en plus. Et donc on a passé 8 jours en Espagne pour la célébration de cette affaire-là. Alors, il y a un peu beaucoup de choses comme ça pour ma pauvre petite tête. Vous voulez tout savoir. Oui, enfin, bon. Et enfin, bon, donc il y avait là beaucoup de choses qui se sont passées, et c'était d'ailleurs effectivement aussi très gratifiant, très agréable, et d'ailleurs très festif aussi. Mais bon, ça fait que tout ça ensemble, si vous me demandez si je travaille, il faudrait que je trouve quand. Bon, pour le moment, ça me paraît impossible. Alors que j'avais effectivement des problèmes que je discutais avec certaines personnes qui sont d'ailleurs ici, mais j'arrive plus à discuter de ce problème-là, je n'ai pas le temps. Enfin, si je peux me permettre, il y en a quand même un autre qui est venu, et vous nous avez annoncé un scoop. Et quand on dit ça à la presse, elle est tout à fait excitée, c'est que le roi vous accorde un titre et vous devez faire le choix de quelque chose aussi, une héraldique et une devise. Et donc, on aimerait bien que vous nous dites quoi. Qu'est-ce que vous avez pris? Monsieur le baron. Oui, mais attendez, parce qu'il m'arrive un peu trop de choses à la fois ici. Mais ça, c'est le roi Albert II qui m'a... je suppose, enfin, je ne sais pas s'il a prévu ce qu'il allait arriver ou qu'il a avancé, mais en tous les cas, il m'a accordé le titre de baron. Je me suis rendu compte que ce n'est pas une chose aussi simple que ça a l'air, parce que c'est évidemment un honneur de nouveau, magnifique tout ça. Je ne sais pas où je vais mettre tout ça, mais enfin... mais vous savez, quand les barons, il faut que pour que ça devienne effectif, encore que je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, hein, mais enfin, pour que ça devienne effectif, il faut qu'il y ait des lettres patentes du roi qui soient reconnues, qui sont faites par un artiste héraldique qui doit écrire des tas de choses, enfin je ne sais pas très bien quoi, mais et aussi qui doit dessiner les armoiries, ou du moins le blason, qui va le distinguer des autres. Et c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez pris? Ah, pour le blason? Oui, le blason et la devise. Oui, attendez, je vais commencer, parce que j'ai déjà eu des discussions donc, avec les autorités compétentes. Oui. Alors, d'abord, moi j'aime beaucoup les chats. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont mis des lions, mais moi j'ai mis des chats. Parce que j'aime bien les chats. Ce sont les trucs. Et pour les couleurs, je trouvais que doré, c'est joli. Et d'autant plus qu'il n'y a pas de chat doré, donc c'est bien. Et donc, ça, c'était ça. Mais c'est pas tout. Alors, au milieu, comme j'étais passionné aussi beaucoup de cosmologie et de tout ça, alors on a mis un semis d'étoiles, mais superposé à ça, il y avait quelque chose qui symbolisait une collision au CERN. Hein? En principe, c'était une collision qui donnait des traces qui pouvaient donner des désintégrations du boson qu'ils ont découvert. Mais en fait, ça, c'était apparemment compliqué, parce que l'héraldique est soumis à des règles extrêmement strictes. Et donc, il y a des couleurs qu'on peut mettre et des couleurs qu'on ne peut pas mettre. Et sinon, enfin, ils ont essayé, mais ils sont très... apparemment, ils ont beaucoup de difficultés à faire ça. Et donc, ils vont probablement, si j'ai bien compris, montrer une collision où il n'y a pas de boson.
Mais enfin, ce sera joli, c'est bien. Oui, 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 oui. Ah ouais, il faut une devise aussi, hein. Oui, oui, il faut une devise, oui. Vous l'avez. Oui, oui. En fait, d'abord, j'ai pris une devise. Je voulais prendre une devise qui est, en fait, une maxime de La Rochefoucauld que je trouve magnifique. Mais il y a un problème, elle est trop longue. On ne peut pas la mettre. Mais je vais tout de même vous la dire, parce que je trouve qu'elle est malgré tout meilleure que ce que je pourrais faire. Enfin, la devise de La Rochefoucauld, eh bien, c'est « Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit ». C'est une très belle devise, je trouve, et que j'aime bien. Mais alors, ça c'était trop long, ça n'entrait pas dans le dessin qui doit entourer les deux chats, et donc c'était pas possible. Et alors, je me suis résigné à essayer de trouver quelque chose qui se rapprochait de ça, mais qui n'était pas tout à fait ça. C'était évidemment pas aussi bien, mais c'est... Ma proposition est... Enfin, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je n'ai pas encore la devise. On est entre nous. Ah oui, on est entre vous, alors ça va. On est en famille. Oui, oui, oui. Mais c'est... il naît sagesse sans folie. Alors, ça, c'est un petit peu de recherche. Enfin, voilà. Monsieur Anglais, je voudrais quand même aussi revenir. Si je peux me permettre, je voudrais quand même aussi revenir sur le prix, Oui. où il était clair que vous l'aviez, mais il y a eu des bruits disant que ça a été long, un peu plus long, parce qu'il y a eu un débat interne de voir si on ne donnait pas un troisième prix au CERN, et que finalement on a dit non, parce que ce n'est pas dans les lois du Nobel, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez dit vous-même que vous l'avez eu avec le CERN pour le prix des astuces. Oui. Est-ce que vous croyez qu'on aurait dû le donner aussi au... Moi, c'est pas moi qui prends les décisions de ce qu'on donne. N'est-ce pas? Je crois qu'il y a deux choses avec ça. D'abord, je crois que contrairement à ce qu'on dit, pour autant que je sache, il n'est pas interdit par les statuts, je ne pense pas. Enfin, je n'ai jamais vu ça sur... ma connaissance se limite un peu à l'Internet là-dessus, mais je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui interdit de le donner à une institution. Donc, c'est un choix qu'ils ont fait. Maintenant, si vous voulez me faire dire que c'est à cause de ça que ça a duré 1 heure de plus, j'en sais absolument rien. D'ailleurs, même si je le savais, je ne vous le dirais pas. Mais je ne le sais pas. Donc, effectivement, je ne le sais pas. Moi, je ne suis pas dans les coulisses de cette affaire. Je crois que je suis assez propre dans cette affaire. Je ne sais même pas qui m'a présenté. Je ne sais rien du tout. Et donc, au fond, cela vous laisse zen qu'on ait mis le CERN en plus ou pas? Ça vous laisse zen, calme. Oui, mais bon, je comprends. Je pense que c'est évident que, indépendamment j'ai pas besoin d'écoute pour le savoir, c'est évident qu'ils ont donné le prix en estimant qu'il fallait le donner à la théorie. Bon, ça c'est leur choix, c'est leur décision. Moi, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Et ceci dit, je suis content qu'on ne l'a pas donné aux expérimentateurs uniquement. Oui, mais justement, qu'est-ce que ça... Très sincèrement, recevoir un prix Nobel, c'est comme un beau bulletin quand vous étiez petit? Recevoir un Nobel, c'est comme recevoir un beau bulletin quand vous étiez petit. Qu'est-ce que symboliquement ça représente dans la vie d'un chercheur? Vous n'avez plus rien à prouver. Les beaux bulletins, ça ne m'a jamais fort impressionné. Vous savez, je ne suis pas très bien. Non, je ne crois pas que ça a grand-chose à voir avec les beaux bulletins. Non, effectivement, c'est... Mais je trouve qu'effectivement, je suis très heureux de l'avoir reçu. Je dirais à la limite que je suis heureux de l'avoir reçu à mon âge, ce qui est plutôt que de l'avoir reçu plus jeune. Parce que
finalement, comme j'ai dit, ça pose un problème tout de même d'avoir reçu ça. Il y a beaucoup de sollicitations. Et je peux imaginer que ça peut facilement amener à changer son orientation dans les choses que l'on fait. C'est-à-dire, va-t-on continuer à travailler comme avant ou va-t-on changer, ou allons-nous faire autre chose, ou quelque chose comme ça. Et je pense que si je l'avais reçu, disons, à 50 ans, j'aurais un grand problème avec ça. Je crois que j'ai moins maintenant, parce que d'abord, mon avenir est plus restreint. Et donc, à ce moment-là, je ne vois pas comme une catastrophe le fait que ça pourrait éventuellement changer mon orientation. Je ne sais pas si ça va le faire, parce que je suis toujours passionné par la recherche, mais il y a pas mal d'autres choses tout de même qui viennent par rapport à ça, et donc je ne sais pas. Je ne sais pas comment les choses vont évoluer, mais ça m'arrange plutôt bien que ça m'arrive maintenant. Et comment devient-on, comment François Englert devient-on Nobel? Est-ce qu'il faut être un élève surdoué? Ah, ça, je ne sais pas, moi. Ben, écoutez... C'est la bon, folie. j'étais un bon élève, ça c'est vrai. Ah oui. Oui. Quand même. J'étais un bon élève, surtout au début à l'école primaire. Oui, là j'étais très bon. Oui. Non, oui, à l'école primaire. C'était à cause de la maîtresse. Non, mais parce que, bon, il se fait que j'étais toujours fort intéressé par beaucoup de choses qui étaient à l'intérieur, donc je savais lire avant d'aller à l'école, je pouvais calculer raisonnablement, donc tout ça c'était... Donc ça j'ai fait. Donc j'étais un bon élève, en fait je m'ennuyais assez bien. C'était pas... Mais bon, après il y a eu d'autres événements qui sont arrivés, ce qui fait que tout ça a été chamboulé. Et par la suite, oui, je crois que j'étais un bon élève. Enfin bon, il y en a beaucoup. Donc, je ne sais pas si ça... C'est la curiosité qui fait la différence? La curiosité est certainement un élément fondamental, c'est évident. J'ai toujours été intéressé par essayer de comprendre le monde, comment ça fonctionne. C'est un peu c'est une passion que j'ai découvert petit à petit, mais qui effectivement joue un rôle important dans ma vie. Voilà. Et donc, je ne crois pas que j'étais pas capable de l'utiliser. Donc, j'avais les connaissances et les possibilités de le faire, je l'ai fait. Maintenant, si c'est avec ça qu'on a un prix Nobel ou pas, ça, je ne sais pas, je ne vais pas entrer là-dedans. Vous avez eu quand même une période de votre vie, petit et jeune, qui était très grave et difficile. C'était la guerre, ce que vous avez dû vivre pendant très longtemps, je ne sais pas exactement les détails, comme aussi enfant caché. On a dit que c'était près de Namur, dans des cloîtres ou des monastères, je ne sais pas très bien quoi. Toutes sortes d'endroits. Ouais. Toutes sortes d'endroits, c'est quand même quelque chose de très très fort, aussi traumatisant. Est-ce que cela vous a finalement quelque part peut-être aussi amené à quelque chose, à peut-être être ce que vous êtes? Je suis moins sûr. De toute façon, je ne peux pas très bien savoir que j'aurais pu être autre chose. Mais ce qui est certain, c'est que on ne subit pas sans dommage l'invasion de la barbarie en Europe au point où ça l'était. Et traverser cette période comme je l'ai fait, bien, j'ai eu bien sûr la chance de ne pas terminer dans un camp de concentration et d'être éliminé ou gazé. J'ai eu cette chance. Bien. J'ai eu cette chance en grande partie parce que j'ai rencontré des gens, enfin j'ai rencontré mes parents et moi, ont pu avoir le soutien de gens courageux et humanistes
qui nous ont aidés. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui, ça c'est certain. Et mes parents, j'ai aussi eu l'amour et l'intelligence de mes parents. Mes parents étaient des émigrés juifs de Pologne. Ils sont venus ici, et 8 ans avant ma naissance. Et ils ont toujours fait beaucoup pour moi et pour mon frère. Et donc nous étions à 4 ici. Toute leur famille, à eux, en Pologne, ont été exterminés par les nazis. Et nous avons pu y échapper, comme j'ai dit, grâce à des gens qui nous ont aidés, et grâce aussi, je dirais, au fait que mes parents ont manifesté ce que je n'ai pas toujours compris à temps, peut-être, vraiment beaucoup d'amour. C'est-à-dire que je me rends compte maintenant qu'ils ont mis, en fait, la sauvegarde de la vie de leurs enfants, c'est-à-dire mon frère et moi, avant la leur, d'une certaine manière. Ils m'ont caché, ils m'ont mis dans un endroit caché parce que je ne savais pas où ils étaient. En fait, ils ne me l'ont pas dit, mais eux étaient cachés, en fait, dans un village, dans une maison du village, dont ils ne sortaient pas. Et moi, j'étais beaucoup plus jeune, évidemment, et ils ont, je pense, pensé que j'avais plus de chances d'y échapper que eux dans cette condition-là. Et c'est pour ça que j'ai été enfant caché, ne sachant pas où étaient mes parents. Ils n'ont pas voulu me le dire, mais ils ont fait semblant de venir de Bruxelles, des choses comme ça. Enfin, bon, c'était effectivement une époque où je dis, même si j'ai pas subi l'horreur de ceux qui ont été pris, les Juifs qui ont été pris, je n'ai tout de même pas traversé sans dommage cette période. Et donc, il m'est resté pas mal de choses que je ne vais pas commencer à psychanalyser ici. Et, mais bon, c'est certain que ça a joué. Maintenant, ça a joué comment? En première vue, je crois surtout que ça a joué du côté de mon angoisse, plus que d'un autre côté. Comme je disais, j'étais un très bon élève en entrant à l'école primaire, quand c'était avant la guerre. Et bon, après, je ne crois pas que j'étais meilleur qu'avant. Ça, je ne pense pas. Donc, maintenant, tout ça est évidemment complexe et ça n'a pas de sens de commencer à en discuter. Juste une petite chose, le nom Anglers, ce n'est pas un nom venu de là-bas, de l'Est. Comment c'est arrivé? Mais je ne sais pas très bien, mais je suppose que c'est des scribes polonais qui sont trompés, parce qu'il y a plusieurs personnes de ma famille qui ont des noms différents. Donc, oui, donc ça, je ne sais pas très bien comment c'est arrivé. Quand quelque part on se forme, qu'est-ce qui est important dans l'expérience que vous avez eue? C'est les profs que vous avez eus, c'est un certain nombre aussi de rencontres. Vous avez donc évoqué maintenant votre père et votre mère. C'est ça qui forme un homme? Écoutez, je ne crois pas que je peux dire je peux donner des règles générales. Là. Je peux évidemment dire ce qui, pour moi, je pense, a été important, mais je ne ferai pas de règles générales. Je crois que l'amour de mes parents, c'était essentiel, mais il y a des gens qui en sont sortis, même avec des grosses difficultés avec leurs parents, donc ce n'est pas condition nécessaire, ni même suffisante. Donc, mais c'est vrai que pour moi, ça a été un élément qui m'a toujours rassuré. Et mes parents n'étaient d'ailleurs pas donc mes parents, en fait, n'étaient pas c'était pas des gens qui avaient formé l'université, c'était des gens très simples, pas riches quand ils sont venus, et donc, mais ils ont fait beaucoup, ils ont tout de même payé l'université, donc tout ça est fait, on a été sauvés pendant la guerre. Mais voilà.
Mais sinon, je ne crois pas que, pour moi en tous les cas, il n'était pas du tout important que les parents s'occupent de moi pour les études, par exemple. D'abord, ils ne pouvaient pas le faire. Et d'ailleurs, en fait, je n'aimais pas tellement ça. Mais j'ai toujours eu, mais ça c'est moi, donc pour d'autres ça peut être autrement, j'ai toujours eu l'envie de ne pas... Faire seul. Oui, de faire les choses seul. Par exemple, bon, attendez un peu, parce que ça devenait un peu triste et sérieux ici avec tout ça, hein, mais alors je vais vous raconter des choses un peu plus amusantes. Et par exemple, j'aimais pas que mes parents regardent les bulletins. Ils n'étaient pas mauvais, hein, c'est pas ça, mais je trouvais que c'était mon affaire et c'était pas la leur. Et donc, à ce moment-là, ce que je faisais, c'était que quand les bulletins arrivaient, c'est moi qui les signais. Je signais avec la signature de mon père. Ils ne s'inquiétaient pas, vos parents ne s'inquiétaient Non, pas au de ne début, rien mon voir. père, non, ils ne sont pas inquiétés. Ils m'ont fait confiance. C'est pas mal. Mais mon père, au bout d'un certain temps, il trouvait que tout de même, il fallait qu'il signe. Lui aussi. Alors, mais je lui ai dit que ça, c'était pas possible. Parce que depuis le temps que moi je signais avec sa signature, ça ne ressemblait plus du tout à la sienne. Alors, si lui signait, on allait dire que moi je signais à sa place. Alors, non, cet argument l'a convaincu. Et donc j'ai continué à signer. D'ailleurs, après, ça c'était déjà dans l'enseignement. Oui, ça c'était aussi dans le secondaire, parce que de temps en temps, moi, il y a des cours que j'aimais beaucoup, il y a des cours qui me sortaient de quelque part. Par exemple, quel cours vous n'aimiez pas? Et je crois que ça dépend beaucoup du professeur. Hein. Je ne veux pas dire que c'est... Oui, ce n'est pas la matière. Ce n'est pas nécessairement la matière. Oui. Hein, Vous craignez de vous faire des ennemis dans la salle. Si je peux dire, oui, non, je ne veux pas avoir des ennuis. Oui. Comme j'ai dit, les gens sont gentils avec moi. Je ne veux pas commencer à faire des choses qui vont être méchants. Mais enfin, le cours de géographie, ça, c'était encore tout de même quelque chose que, vraiment, je n'ai pas supporté beaucoup. Mais il faut dire que, bon, je pense que le professeur, il était tout de même pour quelque chose, parce qu'il n'est pas là, il doit plus être là. Oui. Parce qu'il lisait, le cours consistait, hein, ceux qui lisent, il lisait les phrases qu'il fallait retenir pour l'examen. Et donc, nous, on devait les souligner. Ça, c'était le cours. Alors ça, c'était trop. J'ai jamais rien souligné parce que je m'endormais à la première ligne. Et bon, donc ça, c'était pas comme ça. Il y a des cours. Donc, à ce moment-là, il y avait même, pour moi, une envie fondamentale de brosser les cours de temps en temps. Hein. Oui. Ah oui. Ah oui, alors, mais à ce moment... Hein? Vous faisiez quoi quand vous brossiez? Eh bien, je demandais à mon frère d'écrire une... Mon frère écrivait les excuses médicales. Hein? Il était plus âgé que moi, il avait 8 ans de plus, et moi je signais, parce que la signature... C'était comme ça. Par contre, je ne sais pas pourquoi les maladies, c'était toujours la diarrhée. Ça, je n'ai pas compris. Je ne sais pas pourquoi. Et pendant ces moments d'école buissonnière, c'était pour déjà s'intéresser à la physique, au mécanisme du monde? Non. Non. T'es connecté à rien, t'es connecté d'être un peu en dehors de l'école. C'était tout. Oui. Mais voilà. Et vous vous êtes connecté à la physique quand? Bon, ça c'est beaucoup plus tard, hein, parce que le professeur de physique était relativement... C'était bien. Le programme, à mon avis, il était moins. Mais il y avait des professeurs qui m'ont marqué, ça c'est certain. Entre autres, le professeur de mathématiques, qui était vraiment, que j'aimais beaucoup, j'aimais le cours. Là, je ne brossais jamais. Donc ça, c'était l'enseignement secondaire, évidemment. Et donc, ça m'a marqué au point que ça a conduit à des choses que je ne voulais pas, d'ailleurs. Comme toujours, quand on veut que quelque chose aille bien, alors évidemment, il y a quelque chose qui déraille. Mais mon professeur de mathématiques, donc,
trouvait que c'était très bien de faire des études d'ingénieur. Oui, justement, j'allais vous poser la question, Oui. parce que vous avez fait des études très difficiles, elles sont toutes difficiles, mais ingénieur, et une fois que c'était fini, vous dites, allez, au revoir, je vais faire autre chose. Oui, mais bon, j'ai fait des études d'ingénieur, il y avait à ça plusieurs choses. Mes parents s'inquiétaient de savoir si je vais avoir une vie sociale suffisamment facile. Ils ont fait énormément, en fait, pour m'intégrer dans la société, au point que ça a rendu quelquefois les relations entre mes parents et moi relativement difficiles, parce que je n'ai pas reconnu le sacrifice que représentait pour eux le fait de me pousser dans un monde qui, au fond, n'était pas le leur au départ. Et bon, ça, c'est quelque chose qui est pour moi un regret de toujours, de ne pas avoir reconnu à temps. Et c'est ça que je fais. Bon. Et bon, je sais plus où on était. Oui, aussi ingénieur, vous avez fait des Oui, études oui, oui, oui. d'ingénieur, Alors bon, jusqu'au bout. alors mes parents donc voulaient que, enfin voulaient, ils m'ont toujours laissé le choix, mais ils m'ont poussé à être ingénieur pour être bien intégré dans le monde et dans tout ce qu'on veut, bien reconnu socialement et tout le bazar. Et donc c'est des bonnes études et tout. Mais alors il y a eu aussi le fait que mon professeur de mathématiques valorisait aussi beaucoup les études d'ingénieur. Et lui, à la limite, je l'écoutais plus que mes parents. Et donc, lui, il voulait ça parce que, en fait, il y avait, je pense, enfin, je ne sais pas pourquoi, effectivement, mais d'autre part, il est certain que les études d'ingénieur, à l'époque, avaient un examen d'entrée qui était vraiment difficile. Il donnait de la matière que l'on n'enseignait pas. Donc, dans les cours, il fallait vraiment apprendre des choses en plus. Et alors, il a demandé à ceux qui venaient faire l'ingénieur, on leur donnait des cours en plus, gratuitement, et on les faisait venir, donc moi, à 7 heures du matin. À l'époque, je trouvais que c'était très valorisant. J'ai un peu changé d'avis, mais enfin, je trouvais que... Ouais, donc, on était fort valorisés pour ces études, d'une part par mes parents, mais surtout par mon professeur de mathématiques, qui a fort poussé à ça. D'ailleurs, pratiquement toute la classe, de latin mathématiques, toute la classe est allée faire des études d'ingénieur et tout le monde a réussi sans problème, d'ailleurs. Et bon, alors, moi, quand j'ai fait mes études, au début, j'aimais beaucoup. Et puis alors après, les machines et moi, on ne s'entendait pas toujours très bien. Et puis je me suis rendu compte qu'au fond, quel que soit l'intérêt des choses que j'apprenais, j'aimais plus comprendre les bases de ce que je faisais plutôt que la réalisation technique directe. Il y a eu différentes choses qui se sont passées, mais qui m'ont, je ne vais pas rentrer là-dedans ici, mais qui m'ont vraiment décidé à changer d'orientation, mais je voulais quand même terminer, parce que sinon j'avais l'impression d'échec, et aussi je ne voulais pas peser aussi sur mes parents, c'est-à-dire que quand j'ai fini mes études d'ingénieur, j'ai obtenu que j'avais bien fini, un effort énorme. Et donc j'ai bien fini, et alors donc, j'ai pu obtenir une place d'assistant en Polytechnique, avec lequel, disons, j'ai payé mes études de physique, parce que j'ai fait des études de physique après, parce que ça, je commençais à voir que c'était ça que je voulais, et au cours de mes études, qui sont déroulées à la fois, donc,
j'étais ingénieur, donc la situation était déjà particulière, et j'étais assistant. J'ai fait les études et j'ai terminé, et là j'ai vraiment reconnu que c'est ça que je voulais faire. Et alors voilà, on y est. Voilà, on y est. On y est. Après tout ça. Oui. On est évidemment beaucoup dans la sagesse. On a l'impression que vous avez passé votre adolescence à étudier, à être un... Quelle est la part de folie dans cette époque? Oh, j'ai pas tellement étudié. Je crois que d'abord, il y avait pas mal de branches qui, vraiment, comme le cours de géographie, d'étudier ces trucs-là. Non, alors... bon, enfin, j'avais une assez bonne mémoire, donc ce qui se passait, c'est que 3-4 jours avant les examens, c'est vraiment passé 24 heures à étudier les choses. D'ailleurs, c'est une expérience intéressante, ça, parce que quand on étudie très rapidement comme ça, un cours, ça tient quelques heures. Hein. Si on m'avait fait passer l'examen, je faisais attention de bien étudier un cours que je n'aimais pas, de le faire juste le jour avant, parce que 2 jours après, je n'étais plus en état de savoir de quoi il parlait. Hein. Mais ça mène quand même au Nobel, cette méthode. Hein? Oui, mais c'est pas ça qui m'a mené au Nobel. Non, il ne faut pas exagérer. Non, et puis c'est peut-être le fait que j'avais déjà pris... comme j'ai dit, j'avais déjà fait une sélection avant entre ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas. Et donc, je savais comment on faisait pour brosser. Là, j'avais plus besoin d'avoir un petit papier. Là, j'allais pas au cours, c'est tout. Et en fait, non, je ne veux pas dire les choses parce que le recteur ne va pas être content. Il ne va pas être content parce que, en fait, je suis sûr que l'enseignement en physique était très bon. D'ailleurs, il était très bon puisque j'étais professeur après les cours. Mais enfin, je dois tout de même signaler, par mon respect de la vérité, que j'ai jamais été au cours. Alors, oui, mais ce qui était extraordinaire tout de même, c'est que j'ai rencontré, et ça c'était magnifique, j'ai rencontré une compréhension. Les professeurs à l'époque, j'ai dit, écoutez, moi, je suis assistant, j'ai fait des tas d'autres choses à ce moment-là. J'ai commencé ma carrière de chercheur, en fait. Mais j'ai vraiment pas le temps d'aller au cours. Alors, ils m'ont dit, ça fait rien, du moment que vous présentez un livre, on a discuté de quelques livres, et ça, tout le monde était content. Moi, parce que j'allais pas au cours, et eux, parce que finalement, je connaissais ce qu'ils voulaient. Et donc, c'est bien. Bon, c'est-à-dire, je vous dis tout ça parce que vous me demandez qu'est-ce qu'il faut faire pour, etc. Mais je crois que essentiellement, ça dépend de la personne. Il n'y a pas de règle générale. Mais vous êtes quand même quelqu'un un peu spécial, particulier. Ce que vous aviez dit. Ce que vous aviez dit, que vous avez passé des nuits entières à faire de la recherche, mais que vous n'avez jamais eu l'impression dans toute votre vie de travailler. Oui. Mais ça, pour moi, travailler, pour moi, ça représentait en fait l'horreur totale. Travailler, discuter. Et donc, ce que je voulais, c'était trouver vraiment quelque chose que j'aimais bien, de telle manière à ce que j'avais plaisir à le faire. Si j'ai jamais un conseil à donner, c'est que je sais bien que la situation est plus difficile maintenant qu'à l'époque, mais enfin, se mettre dans quelque chose qu'on n'aime pas et vivre, disons, 8, 10, je ne sais pas combien d'heures par jour à faire des choses qu'on déteste, c'est insupportable. Et enfin, pour moi, ça l'était. Et donc, je ne l'ai pas fait. J'ai fait ce que j'ai pu pour que ça ne m'arrive pas. Et donc, effectivement, ce que j'ai fait, c'est que cette recherche me passionnait. Ça m'arrivait, effectivement, de passer plusieurs nuits sans dormir et des choses comme ça. Mais bon, c'était pas quelque chose de difficile, c'était quelque chose qui était ludique dans le fond. Vous êtes quand même particulier. Vous dites que vous passez plusieurs nuits sans dormir,
et vous installez un lit dans votre bureau. Ah, mais ça, c'est autre chose. Lui, il connaît tout, lui. Oui. Oui, mais c'est une Alors, ça, une femme ne peut pas poser une question comme ça. Quoi? Une femme ne peut pas poser cette question avec un Ah oui, mais c'était pas pour ça. Hein. Non, enfin, en principe, oui. C'était pour l'obsession de la recherche ou de la découverte? Alors, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que c'était pour moi essentiel d'avoir ça dans mon bureau. C'était d'ailleurs pas un divan. Au début, il n'y avait pas d'argent pour acheter un divan. Donc, on est allé, en première épouse, on est allé au marché aux puces et on a trouvé un vieux matelas. Bon, un peu pas très propre, mais enfin, on pouvait tout de même en sortir. Et on l'a amené, et c'est la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai mis ça dans mon bureau dès que j'en ai eu un pour être assistant. Pourquoi? Mais parce que je trouvais que ça m'aidait énormément. Pourquoi? Parce que, pour moi, la recherche que je faisais, et je pense que finalement, toute recherche est un peu comme ça, c'est pas partir d'une idée et puis ensuite déduire logiquement ce qui en sort pour arriver. Ça, quand on fait ça, à mon avis, on ne trouve jamais que ce qu'on a mis au départ. On n'a un peu plus de choses. Donc ça n'a pas... pour qu'on ait de la recherche, il faut des nouvelles idées, il faut créer des choses. Et je pense que dans cette recherche-là, les choses, les expériences qu'on a faites précédemment, qui sont enfouies dans notre partie inconsciente de nous, jouent un rôle fondamental et qu'il est nécessaire à certains moments, enfin pour moi c'était le cas en tous les cas, qu'il était nécessaire à certains moments d'éviter d'essayer de continuer à avoir une succession rationnelle de déductions. Une fois que je voyais que les choses avaient l'air de s'arranger vers quelque chose de nouveau, de neuf, et que ça avait l'air de marcher, il y avait une certaine sensation de certains résultats qui se mettaient ensemble et qui allaient dans la bonne direction, je sais que c'était pour moi très important de me mettre, je dirais, sur mon vieux matelas et d'essayer de ne plus réfléchir. De ne plus réfléchir et d'attendre un peu que les choses se décantent. Bon, de nouveau, je ne dis pas que tout le monde doit faire ça, hein, mais je veux dire, chez moi, je sais que c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que l'amitié, dans ce processus d'émergence de la créativité, des idées nouvelles, est-ce que l'amitié, avec Brault par exemple, ce compagnonnage est essentiel? Vos conversations, les échanges, est-ce que cela vous permet pas quand je suis sur le divan tout seul, évidemment. Non. Pas tout seul, c'est encore autre chose. Les allers-retours entre le divan et, je ne sais pas moi, le café du coin. Non, mais c'est effectivement. Donc il y a toujours dans la recherche une partie où on est seul. Ça, c'est certain. On doit développer les choses, même dans n'importe quelle collaboration. Mais pour moi, et c'est de nouveau pas une règle générale, je pense, il y a pas mal de gens qui, en général, la plupart de leurs articles sont avec leur seul nom. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé essentiellement seuls. Mais pour moi, en général, ce n'était pas le cas. Pour moi, c'était essentiel d'avoir un échange, et d'avoir un échange où il y avait effectivement une complicité qui était en fait de l'amitié. J'ai collaboré avec énormément de gens, pas seulement avec Robert Brault, j'ai collaboré avec des tas de gens, et ces gens, en général, sont devenus mes amis. C'est-à-dire que pour moi, je ne pouvais pas... d'une part, j'avais besoin, disons, dans la recherche, je me trouvais avec quelqu'un pour les échanges d'idées, ça m'aidait, et l'amitié en même temps qu'il y avait dans ces échanges, pour moi, était un élément essentiel. Et je crois que, effectivement, donc on peut penser que la recherche est un métier solitaire, mais c'est à la fois solitaire et pas solitaire, justement,
dans cette possibilité qu'on a d'avoir des échanges avec beaucoup de gens. Et c'est probablement la partie peut-être la plus gaie de la découverte, quoi. C'est de sentir qu'on est avec quelqu'un. Et ça n'est pas toujours évident. Ça n'est pas toujours évident parce qu'il y a des gens avec qui ce n'est pas possible. D'abord parce qu'il est évident que dans un rapport à 2 ou à 3, il y a toujours quelque chose qui se manifeste comme étant effectivement comment je dirais, une opposition. Oui, mais il y a plus que l'émulation, il y a aussi le fait qu'on peut considérer, oui, qu'il pourrait y avoir une compétition, etc. Donc, ce n'est possible qu'avec des gens qui dominent cet effet-là, pour lequel la compétition qu'il y a et qui est absolument inévitable, il faut que ça ne soit pas essentiel et que chacun le prenne avec le recul nécessaire. C'est-à-dire, dire les choses simplement, si on travaille avec quelqu'un et si on lui dit, ben, ça c'est complètement idiot ce que tu fais. Si c'est dit d'une manière où on sait que c'est pas pour ça qu'on considère que l'autre est un idiot, et que donc ça, c'est une chose, mais il y a des gens qui ne peuvent pas supporter cette partie qui est nécessairement toujours un petit peu agressive. Mais l'agressivité contrôlée, elle existe dans l'amitié. Et donc, ce qui est important, c'est que, pour moi, c'était très important d'avoir des amis avec qui je pouvais, même éventuellement, ou qu'on me dise à moi, ou que je lui dise à lui, c'est idiot, mais que ça n'impliquait pas plus que simplement, sur le moment, il y avait quelque chose avec quoi on n'était pas d'accord. Et donc, ça, c'était essentiel. Donc, pour répondre à votre question, pour moi, l'amitié, dans la recherche, c'est une des motivations fondamentales qui a joué, en grande partie avec Robert Brout, mais aussi avec beaucoup d'autres collaborateurs. La plupart de mes articles ne sont pas des articles où j'ai écrit seul, il y en a quelques-uns. Mais dans l'ensemble, c'est presque toujours écrit avec d'autres personnes, et en général avec des tas d'autres. Mais ces autres, maintenant, quand je les vois, pour autant qu'ils sont encore en vie, parce que la vie a une fin, et bien, pour autant qu'ils sont encore en vie, c'est presque toujours des amis. Et des amis très chers. Ces gens avec qui vous avez eu l'occasion de faire ces recherches, est-ce qu'on peut dire que, selon que c'est une femme ou un homme, il y avait une manière autre de voir la science, ou bien cette question du genre ne joue pas? De voir la science, non. De voir la personne, oui, évidemment. Je ne vois pas comment. Il y avait les effets physiques et les effets plastiques. Plastique uniquement? Non. Bon, ça joue, hein? Enfin, c'est pas tout. Non, je veux dire que... Oui, il est certain que le rapport est tout de même différent avec une femme qu'avec un homme. Pour moi, en tous les cas. Mais il n'y a pas... le cas, mais enfin, pour moi, c'est le cas. C'est très différent. Mais il n'existe pas une différence dans le processus intuitif ou dans... Il n'existe pas une différence dans la manière dans laquelle on aborde les choses, une intuition. Non, je ne crois pas. Peut-être que Bon, le rapport est toujours un peu différent, ça reste, mais fondamentalement, dans la recherche, ça ne joue pas. J'ai collaboré avec beaucoup de personnes du sexe féminin, et ça s'est toujours très bien passé. J'ai donc aussi c'est entendu dire que vous aviez un rôle clé dans les événements de mai 68. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu quoi? On va retomber à ça maintenant. Non, ça va, si vous ne voulez pas. Oui, sur l'implication, en dehors de la recherche, sur l'implication citoyenne, étudiante. Voilà. Oui, mais bon, j'ai eu un rapport, j'ai eu une responsabilité assez grande, avec d'ailleurs surtout un grand ami à moi, qui est décédé et qui n'avait pas que des amis, qui s'appelait Georges Miezanagora. Et
il y avait évidemment une certaine... il y avait une complicité là, entre nous deux, qui a joué un rôle. Lui était un homme d'une intelligence très très peu commune. Et il est décédé, c'est pour ça que je dis comme ça. Et bon, effectivement, à nous deux, on avait trouvé à l'époque que c'était le moment de faire quelque chose. Voilà, faire quelque chose parce qu'il s'était passé des choses en France et ici il ne se passait rien, donc on trouvait que ça n'allait pas. Alors évidemment, on a un peu fait mousser le machin. Oui. Alors, oui. Donc on a effectivement eu un rôle là. Et ça c'est bon. Maintenant, les résultats de ça, ils sont ce qu'ils sont. Hein. Oui, avec aussi la participation, etc., des choses comme ça. Quoi? Oui, l'implication, la participation, ce n'était pas uniquement enfermé justement dans son bureau avec son vieux matelas. Pardon? Vous n'étiez pas seulement enfermé dans votre bureau avec votre vieux matelas. Non, il y avait une implication réelle. Oui, bon, enfin... De l'agitation. Oui, moi, j'aimais bien m'amuser aussi. Et alors... en fait, c'était très amusant, l'histoire de mai 68, au départ. Oui. Enfin, on avait l'impression qu'il allait se passer quelque chose. Il se passait des choses, d'ailleurs, du point de vue de la manière dont les gens réagissaient. Enfin, en deux mots, quoi. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni... c'est quoi ça? C'est pas moi. Hein. C'est le signal de fin. Ah, bon. Voilà. Et justement... Et alors, deux mots, vous disiez, oui. vous avez fait quoi aussi les occupations des occupations du... Oui, on a occupé le terrain. Oui, le terrain, on a occupé, on est devenu le conseil d'administration de l'université. Hein. On a fait ça, parce qu'on trouvait qu'il fallait changer. Je crois qu'on a... Honnêtement, je crois qu'on a fait une erreur. Mais justement, après autant Mais d'années... enfin, toujours est-il que ça a marché étonnamment. Oui, on a amené des gens d'un peu tous les pays, ils sont venus. C'est assez extraordinaire parce qu'on leur a dit, il y a une réunion internationale, ils sont tous venus. Et ça, c'est Georges Pinagro qui savait faire ça. On leur a demandé où, on leur a donné l'adresse de ma maison, et ils sont venus, par main de tous les pays, pour faire... nous, on est allés manger au restaurant en ce moment. J'ai laissé tout seul. Mais alors, on leur a dit qu'il est temps qu'ils fassent un peu quelque chose ici, parce que les étudiants ne bougent pas beaucoup. Alors, ils ont fait des trucs, et alors il y a eu l'Assemblée libre, et puis à l'Assemblée libre, on a dit, il y a le conseil d'administration, il est temps de les mettre dehors, on va un peu changer ça. Et donc, on est entré, on a pris le conseil d'administration, Georges Midagora, il a tout de suite fait une conférence de presse où il a expliqué que c'était fini, le conseil d'administration n'était plus là, c'était nous. Et tout ça a très bien fonctionné, d'ailleurs un peu trop, je crois. Le conseil d'administration a démissionné, en fait. Hein. Oui. Et l'autre, le vrai, quoi. Puis après, il s'est passé que, évidemment, comme toujours dans les révolutions, il y a assez d'exemples de ça. Dans les révolutions faites par des gens qui avaient envie d'un peu libérer les autres, de pouvoir s'exprimer comme on voulait devant tout le monde, c'est souvent récupéré. Ici, ce n'est pas récupéré par des gens très dangereux, hein, mais enfin, du moins, pas physiquement. C'est récupéré par les syndicats, par le truc et par tout ça. Ils étaient très contents, et puis ça a été l'université dirigée par les profs, suivant des règles apparemment plus démocratiques qu'avant. Je ne suis pas tout à fait persuadé de ça, mais enfin, oui. Le recteur Henri quand même, il rit, le recteur, oui. Oui? Oui, quand même. Alors, avant de... Je vais tout de même dire une chose par rapport à ça. Hein.
Parce que, bon, après, j'étais très content que tout ça marchait bien, mais en fait, finalement, après, en réfléchissant, je n'étais pas tellement content du tout que ça, parce que, bon, les gens qui étaient là, effectivement, ils étaient élus à vie, ils faisaient ça. Bon, je crois qu'ils faisaient ce qu'ils faisaient. Je crois qu'ils ne le faisaient pas si mal que ça. Et après, évidemment, ça a été autre chose. Comme vous savez, c'est devenu une université démocratique. Alors, un des exemples de cette démocratie, j'ai malheureusement j'ai assisté à ça. C'était quand mon collègue Robert Brout devait être nommé professeur ici. Or, ça, c'était encore à la vieille époque. Et à la vieille époque, je crois que M. Chaumont dira que, à cette époque-là, moi j'étais professeur déjà, et à cette époque-là, quand on émettait un vote, donc les votes étaient pas secrets, et quand on émettait un vote négatif, il fallait expliquer pourquoi on le faisait. Eh bien, je dois dire que quand je vois ça, et pour les nominations, et d'autre part le vote secret, je ne suis pas persuadé que le vote secret est plus démocratique que l'autre. En tous les cas, j'ai assisté, là, je peux dire, je ne donnerai pas des noms parce que je ne veux pas le faire, mais quand on a voté pour Brout, pour sa place ici, il y a un professeur qui s'est opposé. Donc on lui a demandé pourquoi. Il a dit parce que moi je ne vote pas pour un Américain. Alors ça, c'est intéressant. Information. Et je regrette un peu que ce genre de choses ne soit plus possible. Pas voter pour quelqu'un parce qu'il est américain, mais que quand on a des idées aussi saugrenues, qu'on soit obligé de les dire. On va peut-être aussi revenir à la science, on pourra revenir. Oui, Voilà. on va passer la parole un peu à la salle, c'est l'heure. Ah, c'est bon. Très Mais bien. on peut poser une dernière question, Guy. Scientifique, de physicien. Oui, parce que vous savez, je suis scientifique. Hein. Oui. Mais... Moi, je voulais vous demander une opinion. La science, ce qu'on a bien dit qu'il fallait être simple, mais quand même une chose. Oui. Quand on voit le champ de toutes les choses qui sont encore à faire, à découvrir, est-ce que vous croyez qu'un jour ce sera possible? Je prends deux choses exemples. On a ça fait presque 100 ans qu'on connaît tout de la mécanique quantique, on connaît tout de la relativité. On ne sait c'est impossible de mettre ensemble. Il n'y a pas encore quelque chose de compatible. Et je sais que vous avez travaillé très longtemps, plus que sur ce qui vous vaut, le boson, oui, sur ça, et on ne le trouve pas. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'il y ait quelqu'un qui trouve quelque chose, qui puisse à ce moment-là unifier le tout? Oui, alors, ça c'est deux questions, à mon avis, et pas nécessairement la même. Un des problèmes est celui de la réconciliation de la relativité générale, c'est-à-dire la théorie en fait moderne de la gravitation et la mécanique quantique. C'est un problème qui est là depuis 50 ans au moins. Avant, il était aussi là, mais on n'avait pas d'outils pour l'attaquer, théoriquement. Et ça... Bon, il y a des avancées spéculatives, mais il n'y a pas, en tous les cas, pour le moment, un résultat tangible par rapport à ça. J'ai beaucoup cherché ça aussi, mais je n'ai pas trouvé. Ça arrive. Et donc, ça, c'est une question. Je crois que cette question est tout à fait fondamentale. Du point de vue conceptuel, c'est fondamental de trouver si oui ou non quel est le lien qu'il y a entre la théorie de la gravitation et la mécanique quantique. Parce que si la gravitation et la mécanique quantique ne sont pas opposées, non seulement il y a des problèmes qui ne sont pas solubles, comme celui
de l'origine de l'univers, qui est un problème qu'un scientifique peut se poser, d'ailleurs on s'est posé. Et d'autre part, la difficulté, c'est que, je dirais ça, que c'est pas le même problème que celui de le problème de l'unification de toutes les forces. C'est-à-dire qu'il est clair que si l'on veut essayer d'unifier toutes les forces, c'est impossible si on ne résout pas ce problème-là de la manière qui serait celle dans laquelle la relativité générale, comme les autres forces, doit être compatible avec la mécanique quantique. Mais le problème n'est pas si simple, parce que c'est pas évident que la mécanique quantique va sortir indemne de ça. Parce qu'il y a tout de même un problème, pour moi, avec la mécanique quantique. Bon, j'ai fait beaucoup de mécanique quantique dont je connais bien, très bien le problème. Le prix Nobel, il est essentiellement pour ça. Mais j'avoue que je ne suis pas satisfait de ma compréhension de la mécanique quantique. Et pour moi, il y a quelque chose dans la mécanique quantique qui, pour le moment, n'est pas comprise, dans le sens de... On ne sait pas si... tout le monde sait comment, si vous voulez, tout le monde, non, mais enfin, ceux qui savent l'utiliser savent bien comment il faut faire, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement d'accord sur l'interprétation de cette théorie. Donc, le fait que la relativité générale et la mécanique quantique actuellement ne sont pas compatibles, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire qu'il faut changer la relativité générale de telle manière, théorie des cordes, etc., pour la rendre compatible avec la mécanique quantique, mais ça peut vouloir dire plus. C'est-à-dire que la mécanique quantique, peut-être, doit être modifiée. Je ne sais pas. Maintenant, le deuxième problème que vous avez posé, c'est celui de l'unification de toutes les forces. Personnellement, c'est tout à fait un avis très personnel, dans le cadre conceptuel actuellement de la physique, je n'y crois pas. Et, bon, pas seulement à cause de cette difficulté, mais à cause du fait qu'on arriverait là à une inintelligibilité définitive. Parce que s'il y avait, dans le cadre conceptuel actuel des lois et de la physique, s'il y avait une théorie complète, unifiée de toutes les interactions, la question de quelle est l'origine de ces lois est une question à laquelle il n'y aurait plus de réponse, puisqu'on aurait toutes les lois. Alors ça, bon, il y a des gens qui vont vous répondre que c'est pas grave, ça, parce que il y a moyen de résoudre ça, parce que la théorie des cordes, par exemple, dit qu'il peut y avoir autant d'univers qu'on veut, chaque univers a un truc, et on arrive toujours, à ce moment-là, à donner comme schéma explicatif de ceci, ben nous, on est dans cet univers, on est dans un univers, il y en a peut-être d'autres, on ne les connaît pas, etc. Donc, on arrive à une certaine limitation de la connaissance qu'on justifie par quelque chose qui est, au fond, une espèce de calcul des probabilités. On dit, oui, mais les univers où les hommes peuvent exister, il n'y en a pas tellement, et donc, la probabilité, bon, on est là, comme il existe des planètes qui sont habitables et d'autres qui ne le sont pas, qui seraient éventuellement habitables. Ne le sont pas. Ça, c'est une possibilité, mais ça ne me satisfait pas. Parce que d'abord, je ne crois pas que expliquer les choses au moyen d'une probabilité, sans savoir si c'est une probabilité de quelque chose que l'on comprend, ça pour moi, du point de vue épistémologique, c'est rien. Et donc, ça, je ne crois pas à cette affaire-là. Maintenant, il se peut que je me trompe, évidemment.
et que peut-être on va trouver une unification de toutes les lois. Mon espérance, moi, je ne parle pas de mon espérance de vie, parce que de toute façon, ça va être au-delà de ça, donc je dirais plutôt que mon espérance philosophique est qu'il n'y a pas d'unification dans le cadre actuel des concepts de la physique. C'est ces concepts-là, à mon avis, qui doivent être modifiés. À un certain moment. Maintenant, comment, ça, j'en sais rien. C'est intéressant, vous dites que le champ est encore large. Ce n'est pas parce que vous avez trouvé le boson et le prix Nobel que tout est fait. Évidemment que tout n'est pas fait. C'est évident qu'il y a... Et alors on cite d'habitude les quelques problèmes. La matière noire, on n'est pas sûr, peut-être c'est une particule, peut-être c'est autre chose. L'énergie noire, ça c'est déjà plus compliqué, ça revient probablement à quelque chose de l'ordre de la gravitation quantique qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on connaîtra un jour, peut-être que oui, peut-être que non. Et voilà. Et tout se passe comme s'il y avait quelques problèmes à résoudre pour que tout le monde soit content. Eh bien, à mon avis, c'est pas vrai. Est-ce que tout ce que vous avez décrit, François Englert, est-ce que c'est une description d'une réalité tangible ou c'est une projection de l'esprit humain? Vous voulez dire la science, la physique. Voilà. Est-ce que la physique, c'est une invention dans le sens esthétique du terme? C'est une série de concepts qu'on plaque, mais la réalité n'est pas derrière. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que on a des outils, un cerveau qui permet de décrire une réalité existante ou le cerveau crée un monde de concepts? Mais je crois que c'est un peu les deux. C'est-à-dire que, pour moi, il est difficile d'imaginer que ce que l'on décrit ici n'a pas une existence indépendante du cerveau humain. Ça, je ne suis pas prêt à croire. Pour moi, disons, à ce niveau-là, je peux me considérer comme matérialiste. Je veux dire, je pense que les choses que l'on découvre sont vraiment des choses qui existent indépendamment de nous. Ceci dit, la manière dont nous organisons les choses, ça, c'est évident que nous suivons un chemin qui est celui qui nous est accessible. Par exemple, c'est pas un hasard qu'on a d'abord découvert les lois de l'électromagnétisme et de la gravitation, parce que c'est des forces qui agissent très loin. On n'avait pas besoin d'appareils extrêmement sophistiqués pour faire pas mal de découvertes dans ce domaine-là. Et puis après, on regarde ce qui se passe au niveau des choses de plus en plus petites. Et là, il faut de plus en plus de trucs techniques. Mais ça, c'est notre organisation des choses. Il n'y a pas, à mon avis, de raison fondamentale pour laquelle les choses à grande distance seraient plus ou moins importantes que ce qu'il y a aux petites distances. Je vous donne un exemple. Le boson. Hein. Eh bien, en principe, si l'on imagine que on remonte le cours du temps, bon, on dit en général que le boson, c'est pas le boson qui donne la masse d'ailleurs. Ça, c'est une bêtise qui a été répandue de tous les côtés. Nous aussi, on l'a dit. Oui, je sais, mais vous n'êtes pas les seuls. Tout le monde a dit ça, mais je ne sais pas pourquoi, mais ça, c'est plus facile à dire que de dire quelque chose d'autre. Alors, c'est ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que la masse provient du fait que, par un processus qui est assez complexe, les bosons se condensent en un champ qui, lui, enveloppe la totalité de l'univers. C'est ça l'idée fondamentale. Et c'est ce champ qui est, si on veut, bon, du quantique, on dirait c'est une superposition cohérente, c'est ce champ qui, lui, donne la masse aux particules élémentaires qui passent à travers lui. Il passe nécessairement à travers lui, puisque le champ, il est partout. Donc, ça, bon, alors quand on dit que le boson donne la masse, c'est évidemment un court-circuit qui est un peu
qui est un peu, parce qu'alors, il y a des gens qui me disent ah oui, mais alors si je mange beaucoup de boson, je vais grossir. Alors, ça, c'est faire attention à ce qu'on dit tout de même. Regarder les choses. Et donc, c'est l'idée de ce champ qui est fondamental. C'est un peu plus compliqué à expliquer. Je comprends que c'est pas un problème que la presse et d'ailleurs le CERN, dans la manière dont il l'explique, c'est garder d'entrer dans trop de détails, parce que sinon... mais c'est pas si compliqué tout de même de faire un petit effort pour tout de même dire les choses un peu plus correctement, je trouve. Mais enfin, bon, il faut évidemment marcher à contre-courant, contre tous les autres articles qui te copient les uns sur les autres, hein, forcément, et qui disent tous la même chose, alors, et qui n'est pas correct. Bon, enfin, bon. Et ça, c'est là-dedans. Et alors, donc, je revenais, la raison pour laquelle je parlais de ça, c'est que donc, ce boson, ou plutôt ce champ, là, si on remonte en arrière dans le cours du temps, on voit qu'il y a un certain moment, puisque en remontant en arrière, la température de l'univers augmente, il y a un certain moment où on arrive à quelque chose que la théorie prévoit être une transition de phase. On peut la chiffrer d'ailleurs. Depuis qu'on connaît la masse du boson scalaire. À propos, le mot scalaire, j'espère que je ne vais pas perdre le fil, mais je vais même dire, le boson scalaire, la raison est suivante. C'est que le champ dont je parlais est très analogue, par exemple, au champ de l'aimantation d'un corps ferromagnétique. C'est aussi un champ qui englobe tout l'aimant. La grande différence, c'est que le champ de l'aimantation, il est dirigé dans une certaine direction. Ça, il est évident que le champ qui englobe l'univers ne peut pas avoir de direction, puisque l'univers n'a pas de direction privilégiée, et c'est ça qu'on appelle scalaire. Donc, le condensat est scalaire, il est formé de bosons scalaires, ça veut dire qu'il n'y a pas d'orientation privilégiée. Bon, alors je reviens à ce que je disais avant. Si l'on remonte la température et donc le cours du temps, on arrive à un certain moment à une température qui serait, ça fait 1 million de milliards de degrés. Bon, et ça, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas rencontré cette température-là au cours de l'évolution. On est à ce moment-là plus près de l'origine. Mais à ce moment-là, il doit se passer une transition de phase. Et à ce moment-là, cette transition de phase qui va se passer va faire que ce condensat disparaît. Il s'évapore, si vous voulez. Et à ce moment-là, ça veut dire que les particules fondamentales n'auraient pas de masse. Donc on se trouve dans un milieu, ou en tous les cas pour les particules élémentaires connues, dans lequel on se trouverait. Et les données de la cosmologie permettent même de calculer combien de temps, à ce moment-là, on est après l'origine de l'univers. Et ça paraît un temps très court. Ça fait un 100 millionième de seconde. Un 100 milliardième de seconde, à peu près, après le début. Mais ça, c'est des temps courts pour nous. Mais il a pu se passer beaucoup de choses pendant ces temps-là, parce que nous sommes obligés de voir le monde à partir de nous, il n'y a rien à faire, et de remonter. Et donc, il est fort possible qu'il y ait énormément de choses qui soient prédéterminées par ce qui se passe bien avant ce temps-là. Et on a des indications, d'ailleurs expérimentales, que l'origine des galaxies dans l'ensemble remonte à un temps qui probablement est bien antérieur, bien plus petit que celui-là. Et donc, on voit l'importance de pouvoir arriver
à une vision des choses dans laquelle on n'est pas centré sur des distances qui nous prennent, nous, comme référence. Ça, probablement, ce qui se passe dans les premiers milliardièmes de milliardièmes de milliardièmes de milliardièmes, un certain nombre de secondes, sont tout aussi importantes et probablement plus que ce qui se passe à notre échelle. Moi, je propose, M. Angler, que l'on refasse une seconde conférence, parce que Oui. c'est intéressant, parce que ce que vous dites, c'est qu'on imagine toujours que le point initial de l'univers était avec une masse infinie. Vous dites non, la masse, quelque part, elle est venue à un certain moment. Enfin, on discutera ça une autre fois. Oui, ça, on va parce que discuter ce que une autre fois, parce qu'à ce moment-là, on va parler en temps. Je vois, Françoise, qu'il y a pas mal de... De questions. Ah, il y a des questions là derrière, au secours. Oui. Voilà, c'est à vous. Allez-y. Posez les questions Elles sont à là. M. Angler. Oui, oui, mais tout le monde n'utilise pas Twitter. En tous les cas, moi, je ne les vois pas. Ben voilà. On vous les lira, mais voilà. Ah bon, ça va. Si quelqu'un souhaite prendre la parole. Oui, mademoiselle. Donc, bonsoir, Monsieur Angler. Déjà, bravo pour le prix Nobel. Ma question, c'est que donc, vous avez parlé de manière très touchante de votre enfance et de l'humanisme de ces personnes qui vous ont hébergé. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, mais pas très bien, malheureusement. Ah, ok. Il y a une certaine déchéance de mes oreilles. Donc, dans votre enfance, vous avez été touché par l'humanisme de ces gens qui vous ont, vous, Oui. avec votre frère, hébergé. Et moi, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que ça vous a déjà tenté d'être un chercheur humaniste qui met l'homme au centre de ses recherches? Peut-être qu'on peut faire un lien avec le boson, mais moi, je ne le vois pas vraiment. Donc... Attendez, je ne comprends pas ce que veut dire de mettre l'homme au centre de mes recherches. Ou bien Qu'est-ce que vous voulez dire? Comme si le boson était désincarné, que vos recherches ne touchaient pas à l'homme. Mais est-ce que l'homme est au centre de vos préoccupations quand vous cherchez, y compris le boson? C'est un peu ça, mademoiselle? Pas toujours. Pour moi, c'était d'être un scientifique, un scientifique engagé. Est-ce que vous avez pensé l'être ou pas? À être engagé? Oui. Oui, j'ai pensé, j'ai même été engagé à certaines époques, mais je crois que c'est deux questions tout à fait séparées. Un scientifique ou pas scientifique peut être engagé ou pas engagé. Le rapport entre les deux me paraît tout à fait sans contenu. Hein? C'est pas parce qu'on est chercheur qu'on est plus ou moins engagé dans un combat politique ou dans un autre combat. C'est deux questions totalement séparées. D'accord. Voilà, il y a Pour quelqu'un moi. là-bas. Oui. Là-bas. Derrière vous. Ah, oui. Bonjour. Moi, je vous admire beaucoup pour votre travail et la reconnaissance que vous en tirez, mais surtout parce que votre domaine de recherche, c'est la physique, branche à laquelle je suis un peu imperméable. Alors, pourriez-vous nous expliquer votre fil conducteur dans la physique, ce qui vous y a amené, et ensuite ce qui vous a guidé vers le boson, et puis vos recherches après? Je suis désolé, mais mais on il doit va pas falloir faire- m'expliquer parce Oui, que je voilà. n'entends Mais pas on va bien la faire toute la question. conférence, évidemment. Oui. Donc, comment le fil conducteur, comment vous êtes arrivé du début de vos études à la découverte du boson? Ah oui, c'est ça la question. Oui, mais donc on ne refait pas la conférence, on s'entend bien. Hein? Voilà, vous répondez court. Non, la question c'est quoi? C'est de comment je suis arrivé du point de vue scientifique ou du point de vue de... Du point de vue scientifique, mademoiselle? Oui, Du point de vue scientifique, oui. Eh bien, parce que à ce moment-là, donc, je travaillais avec Robert Brout et nous avions tous les deux travaillé beaucoup
sur ce qu'on appelle les transitions de phase, c'est-à-dire des problèmes comme, je dirais pour simplifier, comme l'eau qui bout, l'eau qui gèle, mais les transitions de phase souvent plus subtiles, comme le ferromagnétisme ou comme la supraconductivité, des choses de ce genre. On travaillait là-dessus et à ce moment-là, il est apparu, et c'est le travail d'un physicien de génie, à mon avis, Nambu, qui a montré que certaines propriétés de cette transition de phase étaient des propriétés qui pouvaient se manifester dans le cadre de l'étude des particules élémentaires. Et c'est ça qui nous a fait penser, comme on connaissait bien le problème du côté des solides, qu'on ne connaissait pas celui du côté des particules élémentaires, mais on a assez vite compris que là, il y avait un problème fondamental parce que le problème dont on parle en général, qui est la masse, l'acquisition de la masse, est essentiellement le problème, j'ai essayé de le signaler, de la formation de ce condensat. Et cette formation de ce condensat est quelque chose de très proche de ce que l'on peut voir dans les transitions de phase des objets. Il est à la fois très proche et très différent. Il ne faut jamais faire des analogies trop simples, mais c'est ça qui nous a conduits dans un domaine, d'ailleurs, où nous étions tout à fait novices. Mais c'était d'ailleurs notre premier travail dans ce domaine. Et c'était le bon. Je crois d'ailleurs que là, il y a peut-être quelque chose à dire, c'est que quelquefois, c'est bon de ne rien connaître. Parce que c'est-à-dire qu'il faut savoir un peu manier l'ensemble des choses. Mais quand on ne connaît pas quelque chose, on ne fait pas des erreurs des autres. Ça, c'est l'avantage. Et donc, mais évidemment, il faut aussi arriver à voir les choses. Donc tout ça, c'est toute une certaine manière de travailler qui fait de prendre dans un domaine qu'on ne connaît pas ce qui est important, d'essayer de voir et de voir, de développer le reste par après. Donc ça, c'est ça. Mais fondamentalement, c'est ça. C'est ce que nous avons appris dans la théorie, disons, qu'on appelle la matière condensée ou les corps solides, qui a joué un rôle important dans la transcription de cela au niveau des particules élémentaires, sur la base de ce que Nambu avait fait, où il a montré que ces propriétés avaient une transcription possible. Si je peux poser de nouveau une question, mais là, ce qui me frappe, c'est que pendant des siècles, tous les hommes un peu qui s'intéressaient aux choses connaissaient bien la science. Ils avaient une vue exacte du monde, tandis que depuis presque un siècle, ça se décale. Tout ce que vous faites, qui sont quand même essentiels, c'est la vision du monde, la mécanique quantique, le boson. On a extrêmement de peine à ce que les gens, le grand public, le connaissent. Et ça me semble quand même assez grave. Ça devrait quelque part être mieux perçu quand les gens sachent dans quel monde on est. J'avais une petite question incise. Est-ce que vous n'êtes pas parfois un peu seul avec les gens qui connaissent ça? Est-ce que, par exemple, c'est très intime, est-ce que vos filles suivent ce que vous faites et savent ce que vous faites? Elles savent que c'est important. Mais est-ce que donc il n'y a pas là quelque part... Oui, c'est évident. C'est évident. Maintenant, le fait qu'on suit, le problème là c'est un problème fondamental et je n'ai pas vraiment de réponse à la manière dont il faudrait résoudre ce problème. Il est évident que c'est un problème très important dans lequel la solution est fondamentale si on veut que les gens aient un accès à ce que nous faisons. Maintenant, tout de même, je voudrais dire que la science, comme on la comprend, ça ne date pas d'il y a si longtemps. Cette tentative, ce que l'on fait en science, c'est d'essayer, en physique du moins,
qui est au fond la seule science dans laquelle on essaye vraiment de comprendre les lois générales qui régissent l'ensemble des phénomènes. Et l'idée qu'on puisse avoir des lois générales et que l'on peut vérifier ces lois, il faut qu'elles soient testables, vérifiables, ça c'est une idée qui, pour autant que je sache, n'a jamais existé nulle part au monde, sauf en Europe, à partir de la Renaissance. Et ça, à mon avis, avant ça, il n'y avait rien. Ça ne veut pas dire que les gens n'avaient rien fait. Il y a des choses extraordinaires que en particulier, les civilisations grecques avaient fait, mais pas l'idée qu'on pouvait trouver des lois générales qui étaient applicables à tout. Et ça commence avec le principe de Galilée. Et alors, ça rejoint un peu le problème de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour expliquer les choses des gens. La première chose, ce serait d'expliquer aux gens ce qu'est le principe de Galilée. Parce que, en général, les gens ne le savent pas. La majorité des professeurs qui l'enseignent ne le savent pas. Et on est là dans quelque chose qui ne fonctionne pas bien, je veux dire. Et comment résoudre ça? Je ne sais pas très bien, moi, mais il est évident qu'il faut, au départ, essayer de donner une vision correcte, conceptuelle de certaines choses. C'est pas simplement, le cours ne doit pas, dans l'enseignement secondaire, il ne faut pas simplement savoir transformer des choses vapeur en je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi, d'ailleurs. Et où il faut savoir quelle est la profondeur de la réflexion nécessaire pour comprendre ce qu'est le principe de Galilée. Et je ne vais pas commencer ici maintenant, parce que j'en ai pour 1 heure. Alors, donc, je ne vais pas faire ça. Mais ça devrait être enseigné dans l'enseignement secondaire. Et il y a beaucoup de gens qui sortent de l'université, même en physique, qui ne savent pas vraiment apprécier ce genre de choses. Et alors, évidemment, ça, c'est une chose. La deuxième chose qui fait que le problème est difficile, donc ce problème-là, à mon avis, est remédiable. Il est possible, il y a moyen, en formant des gens et en formant et en ayant un enseignement dirigé par des gens compétents qui savent de quoi ils parlent. Alors ça, si ça pouvait se faire, on pourrait tout de même arriver à faire comprendre les principes de base qu'il y a dans la physique. Et si on comprenait déjà toute l'universalité qu'il y a dans le principe de Galilée, ce serait déjà magnifique. Et alors, par la suite, la difficulté vient. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que vous avez dit que oui, avant on comprenait, maintenant on ne comprenait plus. On ne comprend plus. Je crois que ce n'est pas tout à fait vrai. Je crois qu'on ne comprenait pas avant non plus. Et parce que, donc avant, pour moi, avant il commence à la Renaissance, pas avant, hein, dans ce genre de problème. Et je crois que les concepts n'ont jamais été bien enseignés. En tout cas, pour moi, c'était le cas, bien que le professeur de physique était plutôt l'un des meilleurs. Mais ça, c'est le premier problème. Peut-être qu'il est remédiable. Le second est que, effectivement, c'est de plus en plus difficile dans la mesure où, effectivement, on s'éloigne des chiffres que l'on voit d'habitude. C'est-à-dire qu'on descend à l'atome, on descend sous l'atome, on descend à des trucs. Les quelques temps que j'ai indiqués ici font appel à des chiffres qui ne sont pas dans le sens commun, habituellement. Et donc je crois que c'est important de pouvoir faire passer cette affaire-là importante. Il y a souvent une volonté de montrer les choses concrètes. Alors on prend des bazars qui n'importe quoi, on met des tubes l'un dans les autres et alors on voit quelque chose, donc on a compris la chimie. Oui, mais on ne faut pas se foutre du monde. Ça n'est pas vrai. Je veux dire, le problème essentiel qui ne passe pas, et qui ne passe pas
tantôt, et qui n'a pas passé avant non plus. Et là, je m'oppose à ce que vous avez dit, donc même avant, à mon avis, il n'est pas passé. C'est l'essentiel de faire comprendre ce qu'est une pensée abstraite. Pas en mettant des petits objets ensemble pour dire qu'il y a 3 machins ici, et alors ça c'est 3, et puis on ajoute un 4e, et ici il y a 4. Il faut que la personne qui apprend les mathématiques arrive à la notion de 3 et de 4 sans devoir l'imaginer par 4 boules ou 3 boules. Non, mais ça, c'est très difficile à faire, mais je crois que c'est essentiel. Parce qu'à partir du moment où on pourrait arriver à faire passer l'idée que l'abstraction c'est important et que l'on arrive à l'enseigner, je ne sais pas comment, mais enfin, on fait ça, mais on peut tout de même sans donner un cours de mécanique quantique et sans donner un cours de relativité générale, expliquer qu'il y a des atomes, que dans les atomes il y a ci, il y a ça, et de tout est petit, et même expliquer que ces particules-là qui est dedans, dans la théorie, en principe, ils n'ont pas de masse, mais avec un condensat de choses, comme dans un corps ferromagnétique, sauf pour la direction, comme je l'ai dit, on pourrait arriver à comprendre que c'est le rôle des bosons et des choses de ce genre. Non, mais parce que là, cette question que je posais, c'est que depuis que l'homme existe, il se demande le monde c'est quoi, on vient d'où, qu'est-ce qu'on fait. Oui, j'en sais rien, moi. Non, vous n'en savez rien, mais la donc science a quand même trouvé un grand nombre de choses que les gens ne savent pas, ne connaissent pas. Et cela laisse une porte ouverte à des choses ou autres, à des, si vous voulez aussi, religions. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais je crois aussi que ça, c'est une des raisons fondamentales pour lesquelles l'enseignement, aussi correct que l'on peut, de ce que c'est que les interactions fondamentales est une chose tout à fait importante. Je ne crois pas que, parce que ça rejoint un peu la question qu'on m'a posée là tantôt, je ne crois pas que les physiciens sont meilleurs ou choisissent mieux leur action politique ou autre que les autres. Les hommes sont ce qu'ils sont et il y a des gens qui ne sont pas responsables d'un côté ou de l'autre, ou bien qui se croient responsables pour n'importe quoi. Enfin bon, ça c'est comme ça partout. Mais je crois que malgré tout, ce qui est important, ce n'est pas au niveau individuel, c'est au niveau de la diffusion de l'enseignement. Parce que si on donne un enseignement valable ou dans lequel il y a vraiment une diffusion de ce que c'est que les interactions fondamentales, de ce que c'est les choses qu'on connaît et éventuellement les choses qu'on ne connaît pas, et à ce moment-là, c'est tout de même la voie ouverte à la rationalité. Et ça, c'est fondamental. Parce que il n'y a pas que les religions, il y a le fait que vous allez dans la rue, vous demandez aux gens, pour la plupart, s'ils croient à l'astrologie ou à Dieu sait quelle autre couillonnade, et vous allez être étonné de voir le pourcentage des gens. Et ça, c'est parce que il n'y a pas d'accès à la rationalité qui a été vraiment diffusée. Sinon effectivement, plus personne ne croirait à ça. Quant aux religions, ça c'est un autre problème. Et les religions en tant que quelque chose qui dépasse l'incompréhension de ce que nous connaissons, ça c'est une vision tout à fait valable. Moi, je ne suis pas religieux, mais ça je peux comprendre. Mais si on commence à mettre dans la religion tous les couillonnades sur sur tous les choses sur la religion, une chose, comme tous les autres, vous n'aimez absolument pas cette phrase qu'on a dit que le boson était la particule de Dieu. Ah oui, non, ça, je crois que Dieu, il n'a pas grand-chose à voir. Voilà.
Non, je ne sais pas pourquoi on a donné ça. D'ailleurs, après, il y a des gens qui discutent sur Dieu, pas Dieu, avec ça. On va laisser Dieu dans tout ça, quoi. Voilà. Bon, oui, non, il n'a rien à voir. Enfin, à mon avis, il n'a pas à voir grand-chose, mais bon, ça, c'est mon avis. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui pensent, et ça n'est pas une chose absurde, de penser qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas et qu'on lui donne le nom de Dieu. Ça, pourquoi pas, hein? Mais pas justement ce qu'on connaît. Alors, et qu'alors, bon, oui, mais il ne faut pas commencer à croire, si on commence à prendre la Bible et qu'on décide que tout ce qu'il y a dedans, ça est passé, vous êtes bien comme ça, là, on est passé dans le délire le plus absolu. C'est évidemment que c'est pas vrai. Alors, je veux dire que ça, c'est des choses qui serait évidente pour tout qui aurait reçu un enseignement relativement valable. Ça n'empêcherait pas de croire en Dieu si ça l'amuse et s'il croit que c'est bien, mais ça l'empêcherait de croire que le monde a été fait en je ne sais pas combien de jours, je ne sais plus, j'ai oublié. 7 jours. Oui. Enfin, ça, ce genre de couillonnade-là, ça c'est évidemment, ça n'a pas de sens. Alors, évidemment, on peut... tout le monde peut dire que si on prend ça du point de vue symbolique, etc., on peut tout prendre du point de vue symbolique, évidemment. Si c'est pas ça que ça veut dire, alors c'est bien. Donc, si tout ce qu'il y a dans la Bible, c'est des choses qui ne veulent pas dire ce qu'ils disent, alors là, c'est tout à fait acceptable. Voilà. Merci beaucoup, François Englert. Bien, il me reste à remercier Françoise Barré, Guy Duplat pour nous avoir aidés à découvrir une toute petite partie de François Englert que je voudrais remercier pour nous avoir donné sa vision de la gouvernance de l'université. J'ai bien entendu. Et que je voudrais aussi remercier pour m'avoir enfin donné la solution pour l'accès à l'université, puisqu'il suffira désormais de demander à tous nos étudiants qu'ils nous énoncent clairement le principe de Galilée, et que ça permettra d'avoir enfin un test d'entrée simple et clair. Mais aujourd'hui n'est pas non plus tout à fait un jour comme les autres, et outre le fait de remercier et de féliciter encore, bien évidemment, François Englert, nous pouvons aujourd'hui lui souhaiter un très heureux anniversaire, puisqu'il se fait que c'est aussi son anniversaire. Bon anniversaire. C'est bien. C'est une grosse bougie, ça. Oui. C'est pour toutes les années que vous voulez. Oui. Voilà, et sur ce cadeau, et je pense que la lumière va revenir, sur la hiéraldique des chats et de cette sagesse qui n'existe sans une part de folie. Merci encore à François Englert, encore très heureux anniversaire. Et puis, dans quelques jours, une cérémonie à Stockholm qui sera encore un très, très grand moment pour notre université. Je remercie vraiment François Englert pour la fierté qu'il nous procure, à nous, et puis quand même à l'ensemble, je crois, de la Belgique. Merci et à bientôt.